Bonjour à toutes et tous. Alors, autodiagnostic dans le TDAH, trouble déficit d'attention et acquisition hyperactivité, que faire? Grande question. D'abord, on va faire un rapide retour sur rappel sur le TDAH, de la neurodiversité jusqu'aux autodiagnostics, puisqu'il y a quand même un lien assez fort sur ça, qu'on peut retrouver de manière pas évidente, mais en fait assez claire et intuitif. Et pourquoi des autodiagnostics? Et puis que faire, bien sûr, en dernier lieu. Alors, dans un premier temps, on retrouve l'idée de classification des troubles du développement chez Michael Rutter. On est en 1988, mais en fait, on retrouve déjà des altérations cognitives qui sont décrites sous d'autres termes dès les années 60, avec 5 grands champs, le TDAH lui-même, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du développement intellectuel, l'éthique et syndrome de Gilles-La-Tourette, et puis les anciens 10 avec à la fois des troubles développementaux de la coordination, pour retenir, on pourrait dire que c'est ce qui est inné, hein, le fait de bouger, la praxie ou la graphie, et puis les troubles spécifiques des apprentissages, qui est plus, pour retenir de manière pédagogique, acquis, c'est-à-dire le fait d'apprendre à lire, à écrire et à calculer, la dyslexie, orthographie et calculi, qui sont plus des troubles spécifiques des apprentissages. Et puis la communication, c'est un petit peu des deux, à la fois les troubles développementaux du langage oral, le fait de bouger la mâchoire, on va dire, pour vraiment faire rapide, et puis des troubles spécifiques du langage oral, comme le bégaiement ou l'affluence, qui sont d'autres types de troubles de la communication. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un fort recoupement entre ces troubles. Quand on en a un, on va aller nécessairement rechercher les autres. On a par exemple dans les blogs ce ODHD, autisme et ADHD, TDAH, et puis on va le retrouver, on va le rechercher chez l'enfant lui-même, mais aussi dans la famille. En ce qui concerne la prévalence du TDAH, dans une revue de 230 revues, donc une méta-revue, chez environ 3 millions de patients, eh bien on retrouvait en France comme dans la HAS environ 7,2 ou 5% de TDAH chez les enfants et adolescents et 2,5 ou 3 chez les adultes, avec des preuves de facteurs de risque biologiques et sociaux dans le TDAH, qui sont des corrélations et pas des causalités, hein, puisqu'il peut y avoir des causalités inverses. Les enfants TDAH sont plus devant les écrans, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils apprécient plus les écrans et pas nécessairement que les écrans causent du TDAH? Bien sûr. Des preuves de l'efficacité du traitement pharmacologique dans cette revue, notamment sur la réduction des symptômes à court et moyen terme, et notamment sur la morbimortalité à plus long terme. Et puis, les TDAH restent 2 fois plus fréquents chez les garçons, 3 à 4 fois plus même dans la revue, et sans doute lié pour une grande part à un meilleur repérage du fait des classifications qui sont largement genrées. Un âge moyen du diagnostic à 8 ans. Alors, est-ce que le traitement pharmacologique est une polémique? En tout cas, sans rentrer dans le débat, on peut voir qu'il y a une augmentation de la prescription médicamenteuse. Donc, on voit que les couleurs se foncent en 4 ans, en fonction des différentes études dans les différents pays du monde. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans cette polémique, en tout cas dans cette augmentation, il y a une augmentation de la prescription. Donc il faut regarder la barre en bleu pour le méthylphénidate qui concerne la France. Et quand on zoome sur la France est plutôt sous-prescriptrice de méthylphénidate par rapport à des pays qui lui ressemblent, notamment de l'Europe de l'Ouest. Donc un traitement pharmacologique qui réduit la bimortalité, soutient des mécanismes de compensation. Donc en fait soutient de manière analogue au béquilles la réadaptation de l'enfant à son environnement, quand ses capacités d'adaptation sont dépassées et quand il est bien prescrit des études phénoménologiques qui montrent un vécu de vie transformé et certains patients qui peuvent décrire enfin vivre normalement. On a on va dire un décalage du débat qui était avant celui de est-ce que le TDAH était une surmédicalisation de la vie quotidienne et des comportements des enfants inadaptés pour voilà, empêchant la vie sociale du reste de la population, et vers un débat qui est plus celui de la neurodiversité, notamment neurodiversité qui peut être interprétée de différentes manières, soit comme présenté ici dans ce livre de manière assez militante, vraiment avec l'idée de la démédicalisation, soit de manière beaucoup plus épistémologique et beaucoup plus argumentée, en fait, philosophiquement, comme ici en présentant cet article de Sandra Harding sur les savoirs situés, sur les théories de l'épistémologie du positionnement et de l'objectivité forte, montrant qu'il y a différentes manières de voir le monde et que l'une ne nie pas l'autre. Et en fait, ce qu'on peut interroger, c'est que une radicalisation de la neurodiversité, c'est-à-dire qui irait vers la démédicalisation, peut aussi aller vers la dépathologisation, mais non adaptée. Et c'est ce que vont par exemple écrire Lucine Spencer et Avi Carel dans cet article, Avi Carel étant l'autrice de Illness et du Cri de la chair, de deux ouvrages particulièrement connus dans le monde de la philosophie de la médecine. Et donc là, elles écrivent cet article sur est-ce que tout le monde n'est pas un peu un toc, avec une notion de dépathologisation injustifiée qui est en fait une perte de chance pour certains patients. Donc l'idée est de dire que la radicalisation d'un mouvement peut aussi avoir ses limites. Et l'autre phénomène est de se demander si finalement neurodiversité et autodiagnostic ne sont pas deux mouvements, on va dire deux versants d'un même phénomène social, puisque la neurodiversité est une tentative d'autogestion
du handicap social, c'est-à-dire on ne fonctionne pas différemment, et donc on va s'affilier à une communauté neurodiverse pour essayer de autogérer cette difficulté apparente apparue en premier lieu. L'autodiagnostic est finalement une autre tentative d'autogérer cette détresse vécue, donc je me vis différemment, et donc le fait de labelliser cette détresse permet de m'aider. Et donc, en fait, ce qui se complexifie, c'est que dans le TDAH, les autodiagnostics ne sont pas faits uniquement par le patient, mais en fait par procuration, c'est-à-dire du parent sur son enfant dans un grand nombre de cas, et donc posant un certain nombre de questions. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette question de l'autodiagnostic eh bien, concerne la population en général, comme on le voit en pratique clinique quotidienne, et puis aussi dans la littérature, hein, ça c'est simplement en tapant self-diagnosis, c'est-à-dire autodiagnostic dans PubMed, on voit qu'il y a une augmentation progressive de l'intérêt par les chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet autodiagnostic? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Déjà, on part du principe qu'il y a un fort enjeu des réseaux sociaux, des influenceurs, influenceuses, et donc de cyberchondrie, c'est-à-dire d'inquiétude liée au contact avec la cyberréalité, et d'une tendance à interpréter des expériences quotidiennes, comme la distraction, la rêverie, le bavardage, à travers le langage des diagnostics psychiatriques, sans aucun jugement sur ça, hein, mais en tout cas avec sans doute un effet Barnum, cet effet de l'horoscope, où on se reconnaît dans certains symptômes, avec en plus, un rabattement des problèmes sociaux sur le médical. Donc, autodiagnostic ne veut pas dire surdiagnostic. Peut-être, c'est une hypothèse, beaucoup de surdiagnostics seraient liés à un autodiagnostic, mais c'est vraiment encore qu'une hypothèse, parce qu'il y a très peu d'études à ce sujet-là. L'interprétation, c'est qu'une partie de l'augmentation des autodiagnostics, en fait, reflète une meilleure compréhension publique de la santé mentale, et donc une baisse relative du stigma. Donc ça incite les personnes à reconnaître, à exprimer leurs difficultés et à venir chercher de l'aide. Et peut-être aussi que des facteurs de risque ont réellement augmenté, notamment chez les jeunes, dans un contexte de pression économique, d'écran, de crise globale, l'effet durable de la pandémie, transformation liée aux usages numériques. Donc voilà, des pistes qui restent ouvertes à ce sujet-là. Si on essaie d'en donner une réponse, on va dire, sociologique, les autodiagnostics peuvent être compris comme une manière de répondre à l'expérience de détresse dans un contexte de forte diffusion du langage de la santé mentale, et on peut le voir de 4 manières différentes. Déjà, ce devoir d'être en permanence soi, et bien sûr de bien le montrer. Être soi et le montrer, autonomisation et individualisme, c'est vraiment la pression poussée par l'individualisme du développement personnel, qui est aussi critiqué, hein, on voit ici cet ouvrage de Laurent Sutter, hein, pour en finir avec soi-même, l'anti-manuel de développement personnel. Deuxième hypothèse sociologique, un diagnostic permet d'appartenir à soi-même ou à une communauté, et donc c'est une construction identitaire qui a sa valeur et qu'il ne faudrait surtout pas négliger. De la même manière, ça permet de se narrer. Le soi narratif a une importance, la médecine narrative va l'étudier, l'intérêt de la narration de soi est particulièrement majeur. Et puis peut-être il y a une fausse question, différencier un TDAH authentique, genuine en anglais, ou transitoire, comme s'il apparaissait à certaines périodes de la vie sous certaines cultures. Et on le voit dans les troubles culturels, c'est qu'en fait il y a des troubles qui apparaissent, disparaissent, en tout cas des formes d'expression de la détresse qui apparaissent et disparaissent en fonction du langage communément employé à une certaine époque. Ouais, c'est ce qu'on a pu développer dans cette dans cette revue très très rapide des causes des autodiagnostics chez les jeunes. Et donc ça a été fait, cet effet dont j'ai parlé précédemment, si je lis très rapidement avec les mots-clés, on a l'impression d'avoir un esprit très actif. Donc il faut le lire en essayant de se dire, est-ce que ça me ressemblerait? Est-ce que ça me ressemblerait si je lisais ça? J'ai un esprit très actif, de nombreuses idées. Mais j'ai du mal à rester concentré sur une chose, je peux m'investir intensément dans les activités qui m'intéressent, mais difficulté quand c'est beaucoup plus routinière. Me sentir désorganisé, débordé, même si j'ai une réelle volonté de bien faire, un sentiment de fonctionner différemment des autres, des moments d'efficacité marqués, des périodes de dispersion pourtant et de procrastination. Sensible à l'environnement, on peut réagir rapidement, de manière impulsive, et des réflexions, recul, qui sont toujours possibles. Et on a toujours cherché à mieux comprendre son fonctionnement. Donc ça, c'est l'effet Barnum. Le texte est légèrement différent. Je l'ai bien sûr transformé pour ressembler au TDAH. Et donc, on peut se reconnaître très facilement dans ce genre de texte. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est sans doute ce qui se passe dans les autodiagnostics. On se reconnaît dans un certain effet. Avec cet effet Barnum, on se reconnaît dans un certain type de description. Et ensuite, on va solliciter le milieu médical. Et puis enfin, pourquoi des autodiagnostics? Réponse psychologique, cette notion de cyberchondrie qui est une inquiétude, donc qui va conduire à une recherche en ligne, qui va conduire à des interprétations alarmistes, donc une augmentation de l'inquiétude, donc de nouvelles recherches, etc., etc. Liées en partie à de l'intolérance à l'incertitude, et donc au FOMO par exemple, le fear of missing out, le fait de perdre des informations. Et puis, autre réponse, le fait que les diagnostics glissent conceptuellement. C'est-à-dire qu'on a une ouverture petit à petit d'un diagnostic, c'est ce qu'on peut appeler le concept creep, hein, le ramp, le fait des diagnostics glissants, rampants, dans deux directions, en fait. À la fois parce que ces diagnostics s'ouvrent, s'expandent au fil du temps de manière,
on va dire, horizontale. On inclut de nouveaux phénomènes, par exemple dans le harcèlement, le cyberharcèlement. C'est une expansion horizontale du concept de harcèlement. Et puis une expansion plus verticale, c'est-à-dire que le diagnostic devient de moins en moins intense pour pouvoir être posé. Par exemple, les microagressions. Donc il n'y a certainement pas de jugement derrière ça. Heureusement que le cyberharcèlement et que les microagressions sont reconnus aujourd'hui, mais avec des conséquences mixtes. D'une part, c'est des diagnostics excessifs, traitements inappropriés, certes, mais en fait, d'autre part, il y a une reconnaissance de ces nouveaux concepts, une vraie justice herméneutique et de nouvelles formes de souffrance qui étaient négligées. Justice testimoniale. Donc on voit que finalement l'ouverture aussi du concept peut avoir des effets positifs et négatifs comme toujours. Alors que faire? Et c'est une proposition absolument pas validée par la science. On pourrait dire que c'est comme la valse à 3 temps, hein. Accueillir la démarche sans la disqualifier, un principe de base de toute manière en psychopathologie, puisque ça traduit une recherche de compréhension, d'affiliation et d'adhésion à une communauté. Il ne faut pas disqualifier l'enfant, la famille, ce qui ferait perdre l'alliance dans un premier temps. Ensuite, valoriser l'introspection comme un levier pour mieux se comprendre, accepter ses difficultés. Ça permet d'atteindre le patient avec ses mots, d'évaluer un retentissement fonctionnel, cette détresse, et puis éventuellement proposer une rediscussion clinique structurée en fonction du langage sémiologique et de la science. En fait, en discutant des diagnostics différentiels, les comorbidités fréquentes, informer sur les limites des contenus en ligne, des autoquestionnaires, donc développer l'esprit critique, et puis construire avec le parent d'autres pistes d'accompagnement, indépendamment du diagnostic formel et peut-être même indépendamment du milieu médical si besoin. En fait, ce que ça pose, c'est que les autodiagnostics re-questionnent le diagnostic différentiel. Et c'est sans doute une des clés ici, c'est que si l'enfant avait accès, ou le parent avait accès aux différents diagnostics différentiels, peut-être qu'il y aurait moins de surdiagnostics, c'est-à-dire que les enfants viendraient toujours se plaindre d'une certaine souffrance ou d'un handicap, mais peut-être l'exprimeraient avec différents termes. C'est-à-dire qu'en prenant le TDAH, il pourrait y avoir une expression de trouble anxieux, trouble de l'humeur, obsessionnel compulsif, usage de substances, bien sûr le trouble borderline, voire de top, trouble obsessionnel, trouble oppositionnel avec provocation ou bipolaire. Donc oui, l'autodiagnostic interroge surtout notre capacité à évoquer les diagnostics différentiels. Et en fait, il y a rarement un refus de la souffrance, détresse, handicap vécu, décrit de la part du clinicien, mais il faut qu'il s'interroge. Il s'agit d'une difficulté non médicalisable, ce qui est absolument primordial. Et puis, si elle est médicalisable, quels seraient les diagnostics différentiels? Et donc là, on a vraiment une véritable réflexion à ce sujet. Quelle capacité avons-nous d'évoquer les diagnostics différentiels? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont être attirées par les diagnostics de TDAH parce que ça semble reconnaître une réalité qu'elles vivent au quotidien. Comme on l'a vu, difficulté d'attention, distraction, sentiment de penser à autre chose, de fonctionner plus vite, de ne pas terminer, de désorganisation. Et en fait, c'est un récit qui est relativement suédifiant, en tout cas par rapport à d'autres diagnostics, comme le trouble dépressif ou le trouble borderline qu'on a vu précédemment, et ça actuellement. Mais c'est aussi peut-être parce que le TDAH est le seul diagnostic pertinent que ces personnes connaissent, parce qu'il n'y a pas eu de vidéos TikTok relativement amusantes sur les troubles anxieux généralisés, parce qu'on n'a pas de tests sur les troubles de personnalité qui sont aussi accessibles, et parce que le médecin généraliste, peut-être, c'est que des exemples, hein, aura moins de facilité à parler d'instabilité émotionnelle, de premier épisode psychotique, parce que moins de désirabilité, notamment désirabilité sociale de ce côté-là. Donc le choix ne se situe pas vraiment entre TDAH et rien, mais plutôt entre TDAH et plusieurs autres diagnostics différentiels possibles. Merci pour votre attention.